me souviens notamment que nous avons eu une tornade. Pendant une représentation, Isabelle la catholique, je crois, était enceinte, je traversais la Seine, c'était assez drôle, avec un faux ventre, puis deux faux ventres, puis trois faux ventres, comme ça, et au troisième faux ventre, on a entendu un bruit bizarre, et ma robe, qui était pourtant une robe en velours peint assez lourde, s'est retrouvée par-dessus ma tête. Et une vraie tornade, quoi, une vraie tornade. Et à la fin, et tout le monde, les gens avaient même peur que ça fasse des accidents, des trucs tombent. Donc tout le public et les acteurs se sont retrouvés dans les coulisses. Donc là, c'était vraiment le contact avec le public extrême. Mais c'est vrai que c'était fascinant. Je suis revenue depuis jouer en tournée au théâtre municipal. Et je crois d'ailleurs que c'est en revenant avec ma fille pour jouer Colombe que tout à coup j'ai vu sur le côté, alors je ne sais pas s'il y est toujours, sur le côté du théâtre municipal, j'ai dit tout à coup, oh, Dario Fo, ils ont fait une fresque. Et donc j'étais très fière d'être une fresque. Est-ce que tu as la curiosité d'aller glisser un œil dans la cour d'honneur de revoir? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore, j'ai pas fait. J'ai pas fait. Mais je reviendrai un jour. Voilà. Mon fils a joué avec Béatrice Agénin il y a 1 ou 2 ans en festival. Béatrice, qui est une très chère amie, est venue jouer l'année dernière. Je crois qu'elle va mettre en scène quelque chose cette année. Voilà. Et comme nos familles formidables, que nous tournions tous les étés, et précisément pendant les dates du festival, m'empêchaient de venir, peut-être cette année je viendrai. Alors on va arriver évidemment, je vois que vous avez des DVD, on va parler de la famille formidable, bien évidemment, mais je voulais, si je peux me permettre, avoir un autre souvenir qui était aussi quand j'ai découvert et vu Annick Perret sur un écran. Elle jouait la vente dans des films français de cette époque-là, qui tour à tour la même année jouait dans Godard avec Marina Blasi, deux trois choses que je sais d'elle. On vient d'évoquer tous les deux en privé un film de Roger Vadim dans lequel elle jouait une espèce de bombe sexuelle en panaché avec des fourrures, avec un maillot de bain en cuir noir. Quel regard Annie porte aujourd'hui sur... Il y a aussi un film qui s'appelle Sous le signe de Monte Cristo, une enquête policière. Oh là là. Jerka Istanbul, le premier. Oui. Non mais c'était un cinéma qui était pas honteux du tout. C'était un cinéma dit commercial, même pas Godard, mais c'était, on faisait des films assez joyeusement comme ça. Et c'est une chose. C'est une chose qui a tendance à disparaître dans notre métier, qui est beaucoup plus maintenant un peu... les jeunes font très attention parce qu'ils sont très vite catalogués. Et c'est vrai qu'on pouvait passer de Shakespeare à un film commercial, à faire ceci. Je me souviens que j'avais été engagée par Jean Meyer, mon professeur là, au conservatoire, à peine 17 ans, et un journaliste... Ah oui, j'avais fait le film de Godard. Et voilà, je rejoue au théâtre. Et sur ce film-là, comme j'avais passé au théâtre une pièce très mauvaise, je crois qu'elle n'était pas très bonne, qui était écrite par Jean Meyer lui-même, je crois, sous un pseudonyme, comme ça, on avait fait 30 représentations. Et j'ai un journaliste qui m'a dit une phrase incroyable. Ah là, c'est vous, l'année dernière, qu'on a essayé de lancer et ça n'a pas marché. Et intérieurement, avec mes jeunes années, j'ai pensé, quel con, puisque je vais jouer jusqu'à 80 ans. Mais ça a été ma pensée tout de suite. Je me dis, mais pourquoi il me dit ça, puisque je vais rester dans ce métier, ça me semble absolument évident. Et puis après, il y en a un autre qui m'a dit, quelle va être votre ligne de carrière? Et instinctivement, j'ai dit le zigzag. Le zigzag, parce que ça me paraît le moyen le plus varié, le plus long d'aller d'un point à un autre. Ce qui était un peu le cas. Ce qui était le cas, oui, mais c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait faire ça, on était beaucoup plus Pierrot Lunaire que nos jeunes acteurs maintenant, et ils ont raison, je crois, font attention à ce qu'ils font pour pas être catalogués ou tout à coup, voilà. Alors pour qu'on mette un peu d'ordre et qu'on ne parte pas dans tous les sens, si vous le voulez bien, est-ce que sur ces débuts d'Annie, sur les débuts d'Annie dans la cour d'honneur du Palais des Papes, le festival d'Avignon, les premiers, on va en parler. Est-ce que vous avez des premières questions sur cette partie de... Non mais on m'a dit que vous m'entendez au fond, qui résonne trop fort les gens. Moi ça va, je l'ai pris quand même. Est-ce que vous voulez
Est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer, de poser des questions à Annie sur cette partie de sa vie ou de sa carrière? Ou est-ce qu'on voulait tout de suite franchir les étapes, arriver à... Ou les flashbacks, on les laisse tomber. Alors vous êtes venu, c'est l'auteur, vous êtes venu rencontrer la comédienne qui écrit des livres, la femme et la femme. Alors qu'est-ce que vous avez envie de lui demander, chère madame? Ça y est, c'est fait. Bon, allez-vous, madame. Qui est-ce qui veut poser une question, qui veut savoir quelque chose sur madame? Voilà. Je m'appelle Marlène. Je voudrais savoir si vous avez toujours des chats. Ah oui, les chats. Alors les chats, oui, j'ai toujours des chats. Mais comment dire, je viens de faire justement un spectacle que j'aimerais bien reprendre et qui sera en tournée l'année prochaine, je crois, sur les chats de hasard. Une jeune metteur en scène très charmante. On ne fait pas une lecture du tout. J'ai le texte, parce que c'est important dans ces cas-là, surtout sur un livre qu'on a écrit soi-même, d'avoir le texte à la main, même si je le connais par cœur quasiment, pour le côté conteur. Parce que si on n'a pas le texte à la main, on est obligé de l'interpréter, de rentrer dedans, et d'avoir le texte, mais une certaine objectivité, comme ça. Et donc on a fait un montage de ce texte, Les chats de hasard, avec un musicien qui a fait une partition spéciale, avec lequel même je chante une chanson, qui a écrit une chanson à la fin sur les chats de hasard. Et c'est vrai que les chats, bon, c'est drôle parce que j'ai commencé sciemment ce livre par une phrase « J'ai pour les animaux un amour raisonnable ». Et à partir de là, on n'a pas arrêté de me dire que j'étais folle des chats. Voilà. Et c'est vrai que ces animaux-là déclenchent des superlatifs. On est amoureux des chats, on est fou des chats, ce qui ne provoque pas le chien, apparemment. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « je suis fou des chiens ». Non, on les aime, mais voilà. Et en fait, j'ai vis-à-vis des chats absolument la même attitude que pour les chiens. C'est-à-dire que je regarde. C'est vrai que j'ai commencé un peu ce livre en disant « je crois que tout est question de qualité individuelle ». Et il en est pour les animaux la même chose que pour les humains, il y a des cons partout. Y compris chez les chats. J'en ai rencontré. Voilà. Et puis j'aime leur caractère, bon, ils me conviennent mieux. Parce que c'est vrai que quand on aime son indépendance, avoir un chat c'est formidable. Je veux dire, la demande perpétuelle du chien est trop lourde pour moi. J'en connais des très sympathiques, hein, vraiment, très. Mais ça. C'est attendre comme ça d'un mètre, parce que c'est hiérarchique, il n'y a rien à faire. Il suffit de savoir comment fonctionne un chien dans une meute, il a une hiérarchie. Si vous n'êtes pas le dominant de votre chien, il va devenir fou. Donc il faut l'être, et moi j'ai envie d'être le dominant de personne. Voilà. Donc le chat me convient mieux, tout en reconnaissant qu'il y a un même attachement, il y a quand même une attente, mais qui est beaucoup plus légère et qui demande moins comme ça de présence et d'attention constante. Voilà. Mais comment la rencontre avec le premier chat? Alors ça, je le raconte dans le livre, ça me plaît. Non, ça me paraît très curieux. C'est marrant. Alors je peux retomber même sur ce livre-là, celui des photos. Il y a une chose très étrange quand on écrit sur les chats, par exemple. Tout à coup, on se met à réfléchir à sa vie. Pourquoi un chat à tel moment et pourquoi pas à d'autres moments? Comment est-il tombé dans votre vie? Et tout à coup, on se trouve à faire finalement une sorte de biographie sous l'angle d'un chat. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est vrai que j'ai écrit plusieurs choses qui sont des biographies, en fait. Mais de biographies sous un angle précis. C'est-à-dire que je ne vais pas raconter ma vie, voilà, le reste, mais sous l'angle du rapport à l'animal, tout à coup, ça permet de parler de nous et des animaux, évidemment, et de dire, tiens, c'est étrange, effectivement, je ne pouvais pas avoir de chat, cet animal qui vous porte. J'ai écrit une phrase, je dois dire, je ne la renie pas, celle-là, où quand on est comme ça, comme j'étais dans le déni de la mort de mes parents, encore en réaction comme ça, puisque c'est comme ça, je vais de l'avant, enfin j'étais en réaction assez violente finalement, même à cette époque où j'ai joué ici, se laisser aller à la tendresse d'un chat,
à l'abandon qu'il y a de cet animal. Il y a un danger de perdre de se laisser aller tout à coup à une douceur. J'ai écrit le nez dans la fourrure comme autrefois on l'avait dans la douceur d'un sein. Là. Et il y a des moments dans la vie, quand on n'a pas encore fait le point sur ces douleurs d'enfance, où on ne peut pas se laisser aller à ça. Et il me semble pas tout à fait, c'est pour ça que j'ai écrit Les chats de hasard, c'est que ce petit chat a déboulé dans ma vie, péremptoirement, au moment où je me suis mis à écrire mon premier roman. Au moment d'ailleurs où j'ai acheté mon appareil photo. Donc c'est un moment où j'ai arrêté d'être uniquement dans le paraître et dans le jeu et dans le côté je ne dois y avoir. Je me suis mise à regarder, je me suis mise à m'écouter un peu intérieurement pour écrire, et à ce moment-là, précisément, est-ce un hasard, est arrivé un chat. Voilà. Donc j'ai repris contact avec une certaine intimité, parce que déjà c'est un regard, c'est un animal, c'est un petit être dont il faut s'occuper, et pas uniquement de soi. Donc voilà, faire un livre sur les chats, pour moi, c'était tout ce parcours-là. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que c'est si utile? Et puis cette fatigue que les gens ont, que ce soit à cause du travail ou à cause de... Je raconte cette histoire on m'a raconté, oui, l'histoire d'un mari qui était absolument révulsé parce que son épouse, qui avait quand même 2 jeunes enfants, mariage heureux, avait absolument, cette femme-là devait prendre son chat tous les matins, le garder un moment contre elle, avant même d'aller voir ses enfants. Et il trouvait ça monstrueux. Et en fait, je comprends très bien. On lui réclamait trop, peut-être, à cette jeune femme. Peut-être avait l'impression que tout le monde était en manque et qu'elle se sentait coupable de ne pas avoir à donner assez, de ne pas avoir ceci, cela. Et au moins, il y avait quelque chose à naître, une part d'elle-même qu'elle pouvait laisser dans la maison, se lever dans un coin, et qui sans doute devait représenter sa paresse, son envie de détente, son envie de bonheur, et qu'elle avait besoin de la déléguer comme ça, pour vivre ça, pour être ça à sa place. Et elle disait, ça me fait du bien, elle me donne des forces. Donc voilà, c'était ça d'écrire sur les chats, mais je ne suis pas folle des chats. D'ailleurs, je vais vous confier quelque chose, je garde en ce moment un chat charmant que je vais donner. Parce qu'il ne trouve pas sa place chez moi avec mes 2 autres chats. Il est jaloux. Il est jaloux, il se met à terroriser une petite chatte que j'ai qui est un peu malade et il la terrorise, il veut, il y en a des comme ça. Il veut une famille ou quelqu'un pour lui tout seul. Voilà. Et donc je vais le donner. Voilà, quand un animal ne vous convient pas, il ne faut pas non plus insister comme ça. Il faut lui trouver un bon foyer. Ce chat-là veut être le roi dans une maison. Voilà. J'ai trouvé. Sur tout ça, et ayant constaté que moi, qui n'ai aucun souvenir d'enfance, tout est une amnésie totale sur l'enfance, j'avais sous les yeux la preuve que cette enfance avait existé, le noir et blanc est devenu beaucoup moins léger. Voilà. Alors toutes les photos que j'avais fait avant très innocemment comme ça, par goût, quoi, par goût même de nature morte, de paysage, de choses comme ça, là je me suis rendu compte que j'avais lu le livre qui s'appelle La chambre claire. La chambre claire de cet auteur très, très, très connu qui avait écrit une phrase terrible. Il disait faire une photographie appuyée sur le déclencheur, c'est fixer la mort en marche. C'est une phrase délicieuse pour définir la photo. Mais en fait, au sens propre, pour moi, c'était vraiment tout ce qui était disparu, mais qui en même temps me prouvait que ça avait existé. Donc le noir et blanc, bon, je suis partie dans le travail du voile noir, donc les appareils à moi sont restés là. J'avais vraiment autre chose, ce gros travail à faire, qui a duré 4 ans quand même pour écrire le voile noir. Mais par contre, ayant constaté que si mon père n'avait pas fait ces photos, j'aurais pu croire à la limite que j'avais pas d'enfance ou que c'était, je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. Je me suis senti le devoir de reprendre l'appareil et au début c'était pas facile. Ayant constaté que effectivement faire une photo c'était immédiatement penser
qu'un jour, on les regarderait en se disant qu'un tel ou un tel ne serait plus là, et qu'on photographiait, on fixait ce qui allait immanquablement, déjà qui ne serait plus la même chose dans 5 minutes après, et puis immanquablement, un jour, on regarderait ces photos, après un drame ou autre chose, avec nostalgie, en se disant « Ah ben oui, il était », tout de suite en parlant au passé, comme ça. Mais néanmoins, je me suis dit, je veux laisser à mes enfants une trace de leur enfance heureuse. Et je suis passée à la couleur, à la pellicule encore, couleur, à cette époque. Donc ces photos-là, je les ai pas sorties parce que c'est complètement autre chose. J'avais perdu, disons, mon innocence d'envie de photographie d'avant la découverte des photos de mon père. Donc tout ça, c'est avant la découverte des photos de mon père. Mais je suis très heureuse de les avoir ressorties finalement. Je ne pensais pas du tout le faire un jour. Et puis en fait, c'était très intéressant et émouvant pour moi de les redécouvrir dans le regard des autres, comme ça. Et... Voilà. Je vais pas reprendre la terrible phrase de Roland Barthes. Roland Barthes, c'est ça, la chambre claire. Roland Barthes. Non, mais c'est effectivement, si, c'est quand même fixé à un moment qui ne sera plus, fixé avec, si possible, avec tendresse, avec amour, des gens qu'on aime bien, c'est la beauté, quoi. Et ce qui va passer, une lumière qui passe, c'est ça qui est très, très beau, je trouve, dans la photo. Maintenant, ça a perdu complètement, cette révolution du numérique, de la photo à tout va, a révolutionné complètement ça. Mais quand même, je connais beaucoup de gens qui se font un mur de photos, voilà, qui les font développer, soit par Internet, soit par Google, par Apple, et puis d'ailleurs on a des bonnes photos, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu, après, la tentation d'acheter un bel appareil numérique. Par contre, je le signale pour les gens qui aimeraient vraiment ça. Je vais faire cet été, alors c'est vrai que cette exposition, elle tourne partout en ce moment, elle est à Bruxelles. Après, elle va aller en Suisse, à Lausanne, pendant 3 semaines, et pour les fêter les 70 ans de match, et elle, suisse, d'ailleurs. Voilà. Et puis après, on va aller à Aix-en-Provence, à la galerie Parallax, qui est dédiée à la photo, je crois. Et cet été, il y a une belle organisation comme ça qui fait des photos à Vendôme, qui s'appelle les Promenades photographiques de Vendôme. Et nous allons faire une exposition sur la filiation. Les photos de mon père, les miennes et celles de ma sœur, qui était plus jeune que moi, qui est décédée malheureusement il y a une dizaine d'années, et qui a été photographe aussi. Et c'est vrai qu'il y a une parenté. Bon, ma sœur, c'était un peu moins innocent parce qu'elle avait vu les photos de mon père et elle était dans le très grand respect de son style, de tout ça. Mais je crois quand même qu'il y a quelque chose de familial dans une manière de regarder, de cadrer. Il y a un œil. Et ma fille en a hérité, je crois. Ma fille fait de très belles photos et elle a fait dernièrement un court-métrage pour Arte sur le travail des clowns à l'hôpital. Et qui est vraiment très beau, vraiment très beau. Et dans l'interview qui précédait de son court-métrage de 20 minutes sur le travail de deux clowns toute une journée, on lui a dit « Qu'est-ce que vous avez découvert dernièrement? Quelle est la joie que vous avez eue dernièrement ?» Elle a dit « Cadrer. » Donc c'est vrai que ça, c'est un... Et vous ne mettrez pas les photos de ta fille dans l'exposition? Non, parce que elle fait des photos de famille, c'est pas ça, elle fait pas des photos d'art, elle fait des photos de famille. Elle, je pense que si elle aime cadrer, elle aimera plutôt réaliser, je pense. Je pense que Sarah va aller vers la réalisation. Mon fils, je pense, devrait y venir un jour ou l'autre. Voilà. Mais c'est vrai que dans le rêve de ma mère, que j'ai écrit l'année dernière, je parlais de ça. C'est vrai que quand on... Bon, en ce qui me concerne, c'est sûr que c'était une forme de résilience. Pour d'autres aussi, où on a trouvé, disons, sa vocation dans l'art, en général,
on a souvent, très souvent, des dons cousins. Ce que j'appelle des dons cousins. C'est-à-dire que moi, je raconte dans Ce rêve de ma mère qu'effectivement, j'étais partie aux Beaux-Arts pour être peintre. Voilà, et j'adorais mon prof de peinture et j'allais rentrer en section peinture, en fait. Mais il y avait un orientateur professionnel qui avait dit « Oui, mais elle lit, elle écrit beaucoup, elle est première en français, elle va perdre le contact avec les mots. » Alors, pour qu'elle travaille des textes, parce que c'était ça au départ, pour qu'elle travaille des textes, pourquoi est-ce que vous ne l'inscrivez pas au conservatoire d'art dramatique? Et puis finalement, au conservatoire d'art dramatique, moi je suis rentrée, bon, comme ça, sans spécialement avoir d'envie, seulement, bon, il se trouve que j'ai découvert au conservatoire d'art dramatique l'extraordinaire bonheur d'avoir des camarades, chose que j'ai pas eue à l'école, parce que j'étais un peu à part, chose que j'avais pas aux Beaux-Arts, puisqu'on est seul face à sa toile, ou son bloc de glaise, c'est un travail solitaire, et que tout à coup, cette joie d'avoir des partenaires, de discuter, de se renvoyer la balle, je crois que c'est ça qui m'a embarqué dans ce métier. Beaucoup plus que l'art dramatique pur, je crois que c'est ça qui m'a embarqué, fait choisir finalement de me consacrer à l'art dramatique. Mais n'empêche que on garde ses dons en peinture, que l'écriture était à la base de tout, et que effectivement, puisque si on a l'œil pour la peinture ou pour l'art, on l'a aussi pour la photo. Et j'étais très frappée d'un interview que j'ai entendu de ce chanteur, on va faire trouver son nom, Hugo Frey. Hugo Frey sculpte magnifiquement. Voilà. Et je l'ai entendu dire un jour, j'aurais dû être sculpteur. Et je ne le connais pas, mais j'avais envie de lui dire, mais non, il se trouve que tu avais des dons cousins. Voilà, il y avait la musique, il y avait la sculpture, et en fait, tu as été vers celui qui t'a apporté le plus rapidement reconnaissance, joie, partage, et c'est normal, et voilà, c'est comme ça, n'empêche que tu es un très bon sculpteur, mais ça n'est pas ça qui a pris, disons, le pas, comme ça, pour être l'activité principale. Et donc, moi, je ne peux pas dire j'aurais dû être peintre, non, non. D'ailleurs, il y a des gens, quelquefois, qui voient ce que je peins, qui me disent « mais tu devrais faire une exposition », je dis « surtout pas ». Surtout pas, justement, parce que j'aurais peut-être failli être peintre, parce que j'ai un énorme respect pour la peinture, que j'ai une amie, une très chère amie peintre, jamais je ne m'arrogerai le droit de dire que je suis peintre, parce que je n'ai pas fait tout le travail qui m'amènerait à peindre, non pas comme j'aimerais peindre, mais peindre, trouver ma voix, VOX, mon langage en peinture. Et ça, il faut déjà faire fi de ses admirations, peut-être même de ses goûts. C'est pas sûr que sa peinture sincère ressemble à celle qu'on aime. Et ça, pour le trouver, il faut peindre beaucoup, il faut peindre longtemps. Et moi, je suis quelqu'un qui peut faire de jolis tableaux. Ce qui n'a rien à voir avec le fait d'être peintre. Parce que c'est pas mon expression principale. Voilà. Je n'ai pas travaillé assez pour oser dire je suis peintre. Alors quand je reprends les pinceaux de temps en temps, comme les dons restent, voilà, ils sont là. Voilà, ils sont là, bah, je fais un petit Dufy, je fais un Matisse pour les copains, ça me prend une journée, on a à peu près la même touche. Le post-impressionnisme, c'est formidable, généralement il n'y a qu'une couche, sauf Bonnard. Sacré Bonnard, ça on ne peut pas copier Bonnard. C'est des lacs sur des lacs sur des lacs sur des transparences, c'est impossible à faire. Voilà. Mais Matisse, oui, c'est très facile. Et d'ailleurs, dans le livre, j'avais fait un Van Dongen pour ma fille. J'avais fait un Dufy qui est pour moi ma plus belle copie, parce que j'ai vu le vrai et j'ai vu le mien. On n'est pas loin. Et on a demandé des autorisations, parce qu'il faut, même si c'est une copie, pour reproduire, il faut demander une autorisation. Nul ne répondait, ni les descendants donc, ou les ayants droit. Et puis j'ai dit tout à coup au seuil, oh ben écoutez, j'ai fait quelques Matisse aussi, on peut peut-être leur demander. Et là, oh surprise, réponse charmante. Voilà. Alors bien sûr, est-ce que Mme Dupéré n'a pas copié? Ben, j'ai dit non, j'ai fait les Beaux-Arts quand même, je sais que quand on fait une copie,
en aucun cas on imite les signatures du peintre, en aucun cas on ne prend le même format, et on écrit derrière copie d'après. Voilà. Donc j'ai fait tout bien. Au cas où quelqu'un par inadvertance.